CFDP donc, vous avez compris, puisque vous avez dû recevoir un petit message disant que la réunion était enregistrée, hein, comme vous l'a dit Luc. La SFDP est une vieille dame, une association donc des sociétés des docteurs en pharmacie francophones qui existe depuis plus d'un siècle, dont le but est assez simple, de défendre en fait le titre de docteur en pharmacie et de permettre les échanges entre ses membres. Donc, depuis un an avec la pandémie, on s'est mis au goût du jour. Et en fait, ça permet un peu plus d'activité parce que ça permet à plus de monde de participer. On fait donc ces réunions par Zoom, ce qui nous permet donc de balayer un certain nombre de sujets qui nous semblent d'actualité. La dernière ayant été faite par notre collègue Ali Ben Maklouf, qui est philosophe, comme vous savez, qui nous a parlé de l'éthique et de la pandémie. Donc ce soir, on va aborder un sujet d'actualité pour nos collègues officinaux, ce que nous ne sommes pas tous, hein, nous sommes pharmaciens éventuellement dans d'autres secteurs. Pour l'ancien industriel que je suis, la démarche qualité, c'est quelque chose d'assez évident, mais je pense que très bien que ça concerne aussi l'officine. Donc, c'est une démarche qui concerne toute la profession, puisque l'ordre, les syndicats et tout le monde s'y est mis. Et donc, ça nous a semblé bien de voir un petit peu sous l'angle particulier de l'apport de la démarche qualité vis-à-vis des patients. Donc, je remercie Martine Costet-Doat, qui est directeur général de Pharmasystème Qualité. Elle va nous expliquer un petit peu ce qu'est Pharmasystème Qualité. C'est un des organismes impliqués dans ce domaine. Et voilà, on préférera plutôt poser les questions en fin de l'exposé. Et si vous pouvez le poser par chat ou en fin d'exposé, vous pouvez le poser aussi de vive voix, c'est pas de problème. Donc voilà, je passe la parole donc sans plus attendre à notre consoeur Martine. Oui, merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie de vous présenter ce que nous faisons dans la démarche qualité auprès des officines. Alors, je suis moi aussi pharmacien industriel, mais j'ai beaucoup évolué dans le milieu de l'officine que j'aime beaucoup. Et depuis 2004, en fait, je ne travaille plus que pour la qualité, d'abord au sein d'un groupement, et puis après, donc en tant que directeur général de Pharmasystème Qualité, association donc que j'ai créée avec une présidente de groupement, Madame Hélène Mervillier, en 2009. Et il faut savoir que tout le travail que l'on a fait, alors Luc, tu es au courant, est issu de relations extrêmement étroites que nous avons avec la Société suisse des pharmaciens. Et j'ai rencontré en 2009, Dominique Jourdan, qui était le président de Pharma Suisse à l'époque. Et nous avons transposé en France le QMS Pharma, qui avait été à l'origine mis en place par la Société suisse de pharmacie. Et en fait, nous l'avons transformé, nous l'avons fait évoluer. Et aujourd'hui, les Suisses ont repris notre ISO 9001 QMS Pharma. Et il y a 600 pharmacies suisses qui sont aussi accompagnées par nous sur leur certification qualité. Donc, en fait, c'est un projet qui perdure depuis maintenant plus de 12 ans et qui est très satisfaisant à développer au sein des officines françaises. Alors, en quelques mots, toi, alors attends, parce qu'on a testé, mais du coup, je n'arrive plus. Voilà. Pourquoi la qualité en officine est-elle incontournable? Eh bien, vous savez aussi bien que moi, la santé est un domaine tout à fait spécifique et un défaut de qualité à quelque niveau que ce soit, puisque que ce soit au niveau des industriels, des producteurs, des distributeurs ou des pharmaciens d'officine, un défaut de qualité peut entraîner des risques et qui sont des risques directs pour la santé des patients. La santé, c'est aussi un domaine qui est extrêmement médiatisé. Et en ce moment, malheureusement, eh bien, on peut voir parfois tout un tas de dérives. C'est un sujet chaud, c'est un sujet dont tout le monde s'empare parce qu'en fait, chacun est le maître de sa propre santé. Et donc, c'est un domaine dans lequel le défaut de qualité ne pardonne pas, je dirais, ni pour le patient, ni pour la santé du patient, ni non plus pour l'image, et notamment l'image des pharmaciens et des officines. Aujourd'hui, l'économie du système de santé, eh bien, elle est en train de changer puisque effectivement, notamment en France, on évolue quand même considérablement vers des rémunérations, vers une évolution vers la pharmacie de service qui va de pair avec une rémunération aussi sur des services. Et en 10 ans, on a vu quand même le métier de pharmacien d'officine évoluer considérablement.
Et c'est vrai qu'on demande une efficacité démontrable pour tous les acteurs de santé, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Et enfin, l'organisation quotidienne de l'officine, eh bien, c'est vraiment un facteur crucial. On a vu en cette période de pandémie que les pharmaciens d'officine avaient des capacités d'adaptation qui sont absolument extraordinaires. C'est une profession qui sait s'adapter, qui est moderne, qui est dévouée. Bon, moi, je dis souvent, moi, j'habite en Bretagne et je travaille sur un projet sur la désertification médicale en Bretagne. Il n'y a jamais de désertification pharmaceutique en France. Le maillage territorial, il est extrêmement bien fait. Et maintenant, à 20h, vous avez encore souvent dans les rues une croix verte allumée, alors que pratiquement tous les autres commerces et beaucoup d'autres acteurs de santé même sont fermés. Donc, l'organisation aujourd'hui de la pharmacie, elle a été très fortement sollicitée et les pharmaciens ont réussi à faire face. Et c'est vrai que l'organisation est aussi un des facteurs très importants pour l'image que va renvoyer l'officine vis-à-vis de son patient client. Rapidement sur Pharmacystème Qualité, donc l'association, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2009. Donc je fais partie des fondateurs de Pharmacystème Qualité et notre objectif, c'est de diffuser le plus largement possible auprès des pharmacies d'officine les bonnes pratiques d'organisation et de service aux patients et de les accompagner à une certification qui est la certification ISO 9001 QMS Pharma. Donc l'ISO 9001, c'est une certification qui est une certification de qualité, de service rendu, d'amélioration continue, de management d'entreprise. Et le QMS Pharma, donc, qui a été tiré du QMS Pharma Suisse, représente ce que l'on appelle nous le cœur de métier, c'est-à-dire tout ce qui va représenter aussi bien le code de la santé publique que les bonnes pratiques de dispensation, tous les éléments opposables qui font le cœur du travail du pharmacien d'officine aujourd'hui. Alors, la particularité de Pharmacystème Qualité, c'est qu'on a une approche collective qui nous permet de mutualiser les coûts de façon très efficace pour favoriser l'accessibilité de tous les profils d'officine. Quelle que soit leur taille et leur typologie, nos 2700 pharmaciens engagés, donc aujourd'hui, on a à peu près entre 12,5 et 13% des pharmacies françaises qui sont engagées avec nous. Et elles ont des tailles, des profils et des situations qui correspondent tout à fait à la moyenne nationale qui peut être identifiée soit par KPMG, soit par les éléments, la démographie pharmaceutique qui est donnée par l'ordre. Donc le but, c'est d'accompagner les évolutions de fond du métier pour consolider les pratiques actuelles et améliorer ces pratiques quand c'est nécessaire pour s'adapter à l'environnement. Donc nous recrutons, l'année dernière, nous avons recruté 239 nouvelles pharmacies. Et comme la certification se fait sur 3 ans, nous avons en moyenne un taux de 80% de renouvellement après 3 ans. Donc, on a aujourd'hui des pharmacies qui se sont engagées en 2009 et qui ont 12 ans de continuation dans la qualité. Alors, les acteurs de la démarche, c'est donc Pharmacystème Qualité. La démarche se déploie essentiellement par 16 groupements de pharmacies qui sont partenaires, qui sont les grands groupements nationaux et qui ont un responsable qualité dédié. Ils sont eux-mêmes certifiés par Bureau Veritas sur la qualité de leur accompagnement à la démarche auprès de leurs adhérents. Et c'est eux qui déploient pour nous tout ce qui est mis en place au niveau du système qualité. Donc, les pharmacies engagées, donc 2680 à ce jour. Un cabinet qui est le cabinet Caron, qui est un cabinet conseil qui est spécialisé dans le management de la qualité et qui était spécialisé dans les certifications multisites et dans différents domaines. L'intérêt de Caron Consultants, c'est qu'ils ne sont pas exclusivement santé. Ils certifient tous les notaires, par exemple, les comptables. Alors en santé, ils certifient les orthodontistes, certaines infirmières. Donc en fait, c'est très, très diversifié et c'est très enrichissant de voir comment les pratiques autour de la qualité peuvent s'échanger et progresser ensemble. Et puis notre certificateur. Donc nous accompagnons vraiment à une certification. Alors c'est ce que l'on appelle une démarche qualité aboutie. C'est-à-dire que nous avons un certificateur indépendant, externe, qui est Bureau Veritas Certification, donc qui est bien connu, et qui évalue chaque année l'application du système, qui fait des audits certificateurs dans les officines, et qui chaque année attribue à tout l'ensemble du groupe la certification ISO 9001 QMS Pharma.
Donc, en fait, tout cela fonctionne bien. Et donc, nous avons environ 2700 officines engagées à ce jour, plus 600 pharmacies suisses, puisque les Suisses ont repris l'ISO 9001 QMS Pharma et que c'est nous qui les accompagnons sur le développement. Donc, 600 pharmacies, je pense sans me tromper dire que ça fait à peu près 30%, un tiers des pharmacies suisses qui sont certifiées avec Pharmasystème Qualité. L'intérêt, c'est la valorisation du professionnel de santé de proximité dans un parcours de soins et dans l'accompagnement de ses patients. C'est un des premiers objectifs de la certification de PHSQ, et c'est le soutien aux pharmaciens chefs d'entreprise. Donc ça, c'est le volet ISO. Le volet ISO, c'est un volet qui est plus un volet de management, mais vous allez voir que tout ce qui est lien et relation avec le patient repose aussi sur ce volet ISO. Alors, très rapidement, les fondamentaux de Pharmasystème Qualité. Chaque année, nous avons l'édition d'un manuel. Donc, il y a une version de manuel chaque année. Cette version est mise à jour au cours de comités de pilotage. Et donc, nous avons 5 comités de pilotage dans lesquels sont représentés des pharmaciens d'officine. Et chaque année, les comités de pilotage réactualisent en fait le manuel en fonction des évolutions de l'environnement, évolution réglementaire, évolution des pratiques. Et tout ça, ça nous conduit à des outils, donc les outils qualité, une boîte à outils qui aujourd'hui constitue environ 230 supports dans tous les domaines en fait qui peuvent être concernés par la qualité. L'exigence du multisite, c'est une auto-évaluation. Chaque année, tous les pharmaciens doivent remplir une auto-évaluation. Cette auto-évaluation est fournie à Bureau Veritas. Elle est analysée, consolidée et elle est incontournable. Le pharmacien qui ne remplit pas son auto-évaluation ne peut plus être certifié et sorti de la certification. Donc, nous avons un système en parallèle avec les audits certificateurs de Bureau Veritas. Nous avons monté un système d'audit interne. Donc, dans l'ISO, il y a une particularité qu'on appelle les audits internes, qui ne sont pas des audits certificateurs, mais qui permettent de valider l'avancée des pharmaciens. Et au cours de leur triennale de certification, chaque pharmacien est audité sur site par un pool de 27 auditeurs qui sont formés et qui ont la compétence d'auditeur interne ISO. Et puis, ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est nos journées qualité. Et donc, nous avons mis au point depuis le début, l'ISO 9001 demande d'évaluer la satisfaction des clients au moins une fois dans le triennal. Et donc, nous proposons ce que l'on appelle les journées qualité, c'est-à-dire qu'on propose à toutes les pharmacies pendant 15 jours à 3 semaines, de donner des questionnaires de satisfaction à leurs patients qui le remplissent par différents supports. Et nous consolidons, nous analysons et nous faisons une synthèse des journées qualité. Et je vais vous présenter là les résultats des journées qualité 2021, puisque elles se sont passées en octobre et nous faisons la synthèse. Une de nos particularités, c'est d'avoir mis en place le double contrôle de la dispensation. Donc, c'est un des éléments phares en fait, de Pharmasystème Qualité, c'est que nous apprenons à pharmaciens comment contrôler dans la journée. Une des exigences du manuel, c'est de contrôler 100% des ordonnances qui ont été dispensées dans la journée. Et ça sécurise beaucoup et ça, c'est un véritable service client et une véritable sécurisation pour les clients. Dans nos journées qualité, là, vous avez une consolidation. Nous posons aussi souvent des questions un peu prospectives. Et là, nous avions en 2018 posé des questions sur combien les clients seraient prêts à payer certains services de la pharmacie. Et donc, c'est toujours intéressant parce vous allez voir, on a un taux de réponse qui est souvent très important, un grand échantillonnage de réponses. Une étude que l'on a faite en 2018 qui était très intéressante. Alors les pharmaciens industriels et les spécialistes de la qualité connaissent la notion de coût de la non-qualité. Et en fait, la qualité, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir, alors bien sûr, ça a un coût de mettre en œuvre une démarche aboutie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le coût est évalué en globalité pour une entreprise par AFNOR, qui a fait une étude très intéressante il y a 2-3 ans, à 6 à 8% du chiffre d'affaires des entreprises. Et donc, dans ce coût de la non-qualité, on a de la non-qualité qui est visible, la perte d'un produit, du temps perdu sur une type de montage, etc. Mais on a aussi tout ce qu'on appelle le coût de la non-qualité, le coût caché.
Et les coûts cachés sont aussi beaucoup liés à la satisfaction du patient. Alors, je prends un exemple qui est très, très simple. C'est qu'un patient qui a été pris une ou deux fois dans des mauvaises conditions avec une équipe désorganisée, on a oublié de lui commander son promis, il est revenu 2 fois, on a perdu, on ne sait pas où il est rangé, enfin tout ça, toute la désorganisation. En fait, bon, ça ne va pas, à la fin, on va lui recommander un produit, peut-être une deuxième fois alors qu'il est mal rangé dans l'officine. Mais le client va le retenir et après, il va pouvoir diffuser une information qui va être un peu négative. Et vous savez qu'on dit toujours qu'un client satisfait le dit à 3 personnes et un client non satisfait va le dire à 11 personnes. Et parmi le coût de la non-qualité, il y a cette diffusion de messages un peu négatifs qui vont faire en sorte qu'on risque de perdre un client fidèle ou d'avoir une image qui va être un peu dégradée alors que dans l'ensemble, on fait tout ce qu'on peut pour le client. Donc nous avons fait cette étude en 2018 et sur 5 indicateurs, nous avons identifié 5 indicateurs et nous avons vu que chaque année, pour une officine de taille moyenne, le coût de la non-qualité sur ces 5 indicateurs montait à peu près jusqu'à 17 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est seulement 5 indicateurs qui avaient été sélectionnés. Nous travaillons beaucoup sur la PDA, donc nous avons fait un guide PDA, puisque aujourd'hui en France, il n'y a pas encore de bonnes pratiques de PDA. C'est une pratique qui, parmi les pharmaciens qui sont certifiés avec nous, on a 2 fois plus ou 2 fois et demi de plus de pharmaciens qui font de la PDA dans les certifiés que la moyenne nationale. Donc, on a mis en place un guide, on en est à la V4 avec une boîte à outils qui sécurise la PDA, parce que c'est une pratique que nous, on estime à risque. Et cette activité PDA est auditée, puisque Bureau Veritas estime aussi que ça peut être une pratique à risque, c'est donc l'audit. Et puis, nous avons un logiciel qualité officinale, donc depuis 3 ans, aujourd'hui 1200 pharmacies utilisatrices, ce qui permet de digitaliser un peu la qualité, puisque ce qu'on reproche un peu à la qualité, c'est toujours un peu nos objectifs, notre futur, c'est un guide de pharmacie éco-responsable, donc là qui est sorti l'année dernière, et on va essayer d'entraîner les officinaux sur l'éco-responsabilité. Nous portons en Bretagne un projet qui est très intéressant, qui est Pharmosis, qui est le pharmacien de premier recours, et c'est un projet qui rentre dans le cadre des articles 51, donc qui est un projet dans l'innovation en santé. Et nous mettons sur la Bretagne avec 50 pharmacies expérimentatrices. Il est porté aussi par l'ARS qui nous soutient beaucoup. Dans les situations de désertification médicale, on va valoriser le rôle du pharmacien de premier recours. Et le but, c'est de faire des situations de triage. Alors, il est issu du Netcare suisse aussi, et de travailler sur environ 7000 situations de triage et de travailler en coopération avec les médecins généralistes de l'environnement pour faire en sorte que le pharmacien, en fait, c'est faire reconnaître, légitimer le rôle qui est dans le champ de compétences du pharmacien, parce que c'est une des missions de la loi HPST, et qui est de prendre en charge le premier recours. Voilà. Donc, voilà la présentation. La mutation de l'environnement, eh bien, vous la connaissez aussi bien que moi. Hein. On va voir aujourd'hui, le patient, eh bien, les patients sont de plus en plus volatiles. Il n'y a plus de patients fidèles. Les jeunes ne vont plus trop en pharmacie, ils achètent sur Internet. Enfin, bon. Les personnes, même les personnes âgées, les chroniques qui sont entre guillemets rentrées dans l'ordinateur, eh ben, ils vont, grosso modo, aujourd'hui, on estime qu'un patient client peut avoir 3 pharmacies de référence. Donc, l'interprofessionnalité est importante. Elle est attendue aussi par les patients. Et comme je vous le disais, le médicament est quand même très exposé médiatiquement en ce moment. Alors, depuis janvier 2020, l'Ordre des pharmaciens a pour vocation d'entraîner l'ensemble de la pharmacie française dans une démarche qualité. Et donc, 2020, c'était avec la sortie d'une auto-évaluation. Le but de Karine Wolf étant que tous les pharmaciens soient au moins sensibilisés à la qualité. Et il y a un référentiel qualité qui est très bien fait, qui est disponible, totalement libre, pour tous les pharmaciens qui veulent se pencher. Et à ce moment-là, vous avez des procédures qui sont réalisées par l'Ordre des pharmaciens. Alors, en 2 mots, comment nous nous positionnons? Pensons bien que le premier référentiel qualité du pharmacien, c'est quand même le Code de la santé publique, c'est réglementaire. Après, vous avez la démarche de l'ordre qui est le socle qualité métier
vu par les institutionnels. Et puis nous nous positions autour avec cette démarche qui est l'ISO 9001, qui intègre dans notre QMS, eh bien, on intègre effectivement ces deux cercles vert clair et vert foncé. Et en plus, nous avons le management de l'entreprise avec la certification ISO. Donc, Karine Wolf, qui nous connaît bien et que l'on connaît bien, depuis le début, on a travaillé en présentant tout ce qu'on faisait avec l'Ambre. Karine Wolf est engagée avec nous. L'engagement dans la démarche qualité facilitera grandement la marche vers la certification, qui est bien évidemment compatible et complémentaire avec la démarche proposée par l'Ambre. Et nous sommes au cœur en fait de l'actualité, puisque nous avons effectivement les pharmaciens qui déjà ont compris l'intérêt de la qualité. Alors, deux objectifs. D'abord, la sécurisation de l'accompagnement et l'accompagnement des patients clients. Ça, le suivi des formations, l'écoute des clients, tout ça, c'est le fondement de la démarche qualité. Et puis, ce qui est aussi important pour les clients, c'est l'efficacité économique de la pharmacie. Parce que, bien sûr, quand vous avez des pharmacies qui ferment, bon là, on n'est pas dans une situation où on a une hémorragie des pharmacies, mais il y a des regroupements, etc. Donc, la solidité du réseau pharmaceutique est très importante aussi au niveau économique. Alors, à votre avis, eh bien, on peut se demander si elle s'applique au comptoir pour éviter les erreurs de dispensation. Bah oui, pourquoi pas. Est-ce que la qualité va toucher le back-office? Bah oui, quand on voit l'accumulation de certains promis, c'est important. Et puis, dans l'espace client, eh bien, on a bien sûr toute la réglementation qui va s'appliquer aux pharmaciens et qui est issue aussi eh bien, des contraintes liées aux clients, la CNIL avec tout ce qui va concerner eh bien, le RGPD, les données de santé, etc. La DGCCRF avec tous les affichages prix qui sont réglementés obligatoires. Et puis l'accessibilité, ben, la pharmacie est un espace de santé qui doit être aussi accessible à tous. Donc, nous avons ce petit plan d'une pharmacie lambda, en fait, et vous voyez avec tous ces petits carrés verts que la démarche qualité va s'appliquer partout et que, bien sûr, le patient client, il va évoluer dans tout cet environnement pharmaceutique et il va être concerné par tous ces éléments qui vont être pris en compte dans la démarche qualité par le pharmacien titulaire. Donc, la démarche qualité, elle est présente au quotidien de chaque officine et de toute façon, disons-le clairement, l'officine est un cadre et un environnement dans lesquels, par principe, tous les acteurs travaillent en qualité. Ça, c'est déjà un fondement de la profession de pharmacien, ils travaillent en qualité. Alors, si on parle des patients clients, eh bien oui, on a des enjeux. Pourquoi on a des enjeux? Parce que la démarche qualité, elle a pour but, dans un premier temps, de prendre en compte la qualité qui est attendue par un client. Quelle que soit l'entreprise, en fait, dès que vous avez un client, eh bien, ce client, quand il vient vous voir, il a une qualité attendue. Et en fait, cette qualité attendue, elle doit correspondre à la qualité qui va être définie par l'organisation. C'est-à-dire que le pharmacien, il va s'organiser pour faire en sorte que ce qu'il va donner comme service va correspondre à la qualité attendue par son client. La qualité définie, eh bien, en fait, elle est visible par la qualité délivrée. Donc, la qualité délivrée, c'est ce qui va être mis en œuvre au niveau de l'officine pour coller à l'attente des titulaires et coller aussi à l'attente du patient. Seulement, eh bien, il y a quelque chose qui vient troubler un petit peu ce beau schéma, c'est la perception de la qualité par le patient et client. Et quel est l'officinal qui ne s'est pas dit, mais j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais et puis encore mon client n'est pas content. On s'est donné du mal, on a réussi à avoir son produit, mais bon, il a eu que dans 3 jours, il le voulait le lendemain et il n'est pas content. Donc, en fait, tout l'enjeu de la démarche qualité, c'est de faire en sorte que la qualité perçue par le client corresponde à la qualité qu'il attend. Et c'est là qu'on a une satisfaction du client. Et pour ça, eh bien, il faut tout le temps capter et avoir une grande vigilance sur qu'attend le client et qu'est-ce qu'il perçoit. Donc, en fait, tout ça, ça se fait par les capteurs et notamment par la vérification et les questionnaires de satisfaction client. C'est un enjeu majeur de la fidélisation. Comme je vous le disais, l'officine est entrée dans une zone d'économie ouverte et le client n'est plus acquis, n'est plus fidèle. Et l'enjeu de la qualité, c'est d'enregistrer les mécontentements des patients et de les suivre et d'essayer d'améliorer pour faire en sorte que nous ayons toujours un client satisfait. Donc, PHSQ, chaque année, fait des enquêtes de satisfaction
Elles sont données avec un pack qualité à tous les nouveaux entrants. Donc, en année 1, en général, les pharmaciens font leur journée qualité. Et bien l'année dernière, nous avions 39 500 retours. Et chaque année, en fait, eh bien, on a entre 25 et 30 000 réponses, ce qui fait que nos retours sont quand même très significatifs. Cette année, eh bien, on a eu un petit peu moins de retours, un peu moins de pharmaciens se sont engagés parce qu'ils ont la tête toujours en ce moment. Donc, on a fait notre enquête du 13 septembre au 7 octobre. On a eu 630 pharmacies qui ont participé. Donc, vous voyez un petit peu sur la diapo, là en bas à droite, comment ça se passe. On a un peu une théâtralisation aussi pour… il faut aussi que les clients soient avertis et comprennent que leur pharmacie est engagée dans la qualité et qu'elle les écoute. Et donc, on a un leaflet qui est donné aux clients et puis on a un questionnaire client. Et en fait, cette année, eh on est complètement dans le multimodal. Alors, il y a le papier, bien sûr, qui est à disposition des patients dans l'officine, mais aussi on va travailler avec des tablettes, des SMS, des emails envoyés via le fichier client. Et puis, cette année, la nouveauté, c'était un QR code, puisque tout le monde utilise les QR codes. Donc, on a mis notre questionnaire de satisfaction sur le QR code. Donc, les raisons de la visite. Alors bon, bien sûr, dans nos patients, la majeure partie venait pour des ordonnances, mais il y a un point qui a été très intéressant cette année, qui n'apparaissait pas avant, c'est les autres. On a presque 8% des patients qui ont répondu, qui venaient pour une autre raison que le conseil, la parapharmacie ou l'ordonnance. Et en fait, tous ces autres, on a imaginé que c'était effectivement tous les gens, tous les patients qui sont venus liés au Covid, pour les vaccinations, pour les tests antigéniques, etc. Donc, c'est très intéressant parce que c'est une patientèle qui n'est pas aussi caractérisée que celle qui vient avec l'ordonnance ou les demandes de conseil. Alors, nous sommes très contents. Nos pharmaciens engagés ont obtenu une note de 9,2 sur 10 à leur satisfaction globale. Et ce qui nous a beaucoup plu, beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, pour la première fois, les jeunes, vous voyez en bas les moins de 20 ans, et mettons entre moins de 20 ans et 35 ans, ont donné aussi 9,3, 9,2, donc une excellente note en appréciation sur la prise en charge de la pharmacie. Alors que c'est une clientèle qui est exigeante et qui avait des attentes, et c'est sans doute parmi cette clientèle-là aussi qu'on a eu les autres, donc les jeunes qui sont venus faire des tests antigéniques à la pharmacie. Donc on a des raisons d'être très contents. Alors l'officinal, il a une très bonne image de marque, le pharmacien, mon pharmacien a une très bonne image, et on a eu, d'habitude on est plutôt autour de 8,7, 8,8, ce qui est déjà excellent, mais 9,2 c'est vraiment très bien. Alors, parmi les petits points qui interpellent un peu, alors parmi les très bons résultats, les horaires d'ouverture, je pense que cette année, les pharmaciens ont montré vraiment qu'ils étaient complètement présents pour les patients clients. Très grande satisfaction, 98,9% de oui pour la satisfaction sur l'expertise et les conseils. Et c'est vrai qu'avec le Covid, l'officine a été un lieu de demande d'expertise et de conseils. Toujours, les pharmaciens sont toujours un petit peu titillés sur les prix. Bon, voilà, c'est comme ça. Et 2 points, c'est l'accueil et le temps d'attente, alors sans doute aussi un peu lié au Covid, et puis la confidentialité des échanges. Alors moi, j'insiste souvent un peu là-dessus avec mes pharmaciens engagés. La confidentialité en officine, c'est très important, et on peut perdre un client pour un défaut de confidentialité. L'officine, elle est souvent au cœur du village, et voilà, tout le monde passe par l'officine, il faut être très vigilant là-dessus. Et bien les clients à améliorer, 6% à améliorer. Mais enfin, les taux sont quand même très bons. Un élément important pour nous, c'est qu'une pharmacie qualité certifiée, ça peut être un élément important de fidélisation des patients clients. Donc 83% ont répondu que l'engagement qualité pouvait être un élément de fidélité. Bien sûr, on a toujours des résultats supérieurs avec les personnes un peu plus âgées. On a nos patients chroniques, etc., qui sont souvent plus exigeants en qualité et plus sensibles à la qualité. Alors, le triptyque de l'officine, de la qualité à l'officine, c'est la sécurisation, l'organisation et la réglementation. Donc, je vais essayer de vous décrire en fait ces 3 éléments vus du côté client, en quoi le client va être touché par l'un de ces 3 éléments. Et on va commencer par la réglementation. Alors, la réglementation, toutes les réglementations s'appliquent aux pharmaciens d'officine. C'est un titulaire, c'est un chef d'entreprise, il a des collaborateurs, donc il est lié
à tout ce qui va concerner la réglementation du travail. Mais par rapport à son patient, il est encadré par deux choses qui sont très importantes en ce moment. C'est les prix, la DGCCRF qui fait toujours des contrôles des prix, de la concurrence, etc. Et puis la CNIL, dont vous avez sûrement entendu parler de ce fameux RGPD. Et donc, aujourd'hui, la CNIL s'attache vraiment à ce que tous les acteurs de santé et qui ont entre les mains des données de santé respectent complètement le RGPD. Donc, nous, au niveau de la démarche qualité, nous faisons en sorte que nous accompagnons vraiment tous les pharmaciens. On a un guide dédié au RGPD, on a le pas à pas, la marche à suivre, pour que le patient soit sûr que dans l'environnement de l'officine où il va, tout a été mis en œuvre pour respecter la confidentialité des données. Voilà, donc ça fait du travail. Moi, je fais beaucoup d'audits en ce moment et c'est vrai que j'ai beaucoup de questions sur le RGPD parce que ce n'est pas toujours évident. Je ne l'ai pas mis là dans ma diapo, mais on peut rajouter la sérialisation. Hein. C'est vrai qu'on a fait une fiche info spécifique là sur la sérialisation parce qu'il semble que les Français sont très en retard. Karine Wolf l'a relevé au cours de la journée de l'ordre. Et on va essayer d'entraîner nos pharmaciens à améliorer un peu la mise en œuvre de la sérialisation. Donc ça, c'est tout ce qui est réglementaire. Ça se traduit comment? Eh bien, ça se traduit par des affichages obligatoires dans l'espace client. Et vous voyez que parmi nos outils, eh bien, par exemple, nous donnons des modèles établissements sous vidéosurveillance, informations sur le traitement des fichiers informatiques avec, depuis l'affaire IQVIA, à la télévision, on a encore renforcé la communication sur ce sujet-là. Et puis, un modèle d'information relative au prix des médicaments. Donc, dans toutes les pharmacies en démarche qualité avec nous, le patient voit très clairement l'affichage prix des médicaments et c'est clairement comment il paye et comment se répartit. Ça, c'est obligatoire et il faut que ce soit très clair. Et franchement, on ne le voit pas dans toutes les pharmacies. Donc ça, c'est l'aspect réglementaire qui va vraiment toucher les clients. En démarche qualité, normalement, le pharmacien, il doit être complètement cadré avec la réglementation. Deuxième partie du triptyque, l'organisation. Donc, vous avez vu effectivement dans mon plan de pharmacie que l'organisation pouvait toucher tous les éléments de la pharmacie. Et là, je n'ai pris qu'un exemple, mais on pourrait en prendre beaucoup, c'est l'impact de la qualité dans la gestion du Covid. Donc, dans notre questionnaire de satisfaction, nous avons première partie, on avait demandé aux pharmaciens d'officine ce que la démarche qualité leur avait apporté de plus, en fait, pour gérer tout ce qui leur est tombé sur le nez depuis 1 an et demi. Et ils ont mis en premier l'organisation de l'équipe. Une équipe bien organisée, ça ressort toujours automatiquement. Une équipe bien organisée en back-office, ça va toujours ressortir en front-office et ça va être toujours au bénéfice du client. Donc, s'organiser, prendre les rendez-vous, gérer les ressources, adapter les plannings, etc. Tout ça, ça va être fluidifié et facilité par la qualité. Et la démarche qualité, et notamment l'ISO, va aider le pharmacien à avoir les outils incontournables pour améliorer son organisation interne. Et on a beaucoup de titulaires qui nous ont remerciés en nous disant heureusement que j'avais les outils, parce que comme ça, j'ai pu m'adapter rapidement. Autre point important, c'est la communication interne. Ça aussi, ça ressort beaucoup côté client. L'exemple type, c'est la dame qui vient, elle a une ordonnance, elle a des bas de contention, et puis on lui dit « Ok, vous les aurez demain après-midi ». Le lendemain après-midi, elle revient, la personne qui l'a servi la veille n'est pas là, on ne les trouve pas, ils n'ont pas été commandés, etc. Donc là, on a un défaut de communication interne. Personne ne sait exactement si les bas ont été commandés, où est-ce qu'ils sont rangés, etc. Donc nous, on améliore beaucoup ça en proposant aux pharmaciens d'animer des réunions d'équipe pour que tout le monde ait la bonne information, de fluidifier la communication soit avec le logiciel qualité officine, soit avec le fameux cahier de liaison où tout le monde note au fil de l'eau tout ce qu'il y a à dire. Et ça, je pense que c'est aussi totalement en satisfaction client. La formation, la compétence des équipes, ça ressort effectivement aussi dans la valeur ajoutée d'une officine pour satisfaire son client. Très important, les réunions internes au moment du Covid, il fallait que tout le monde soit un peu au courant et qu'au moins en officine, on trouve des informations fiables et correctes. Gestion du temps et puis la communication avec les autres professionnels de santé. Donc, organisation, communication interne et gestion du temps, je pense que ce sont des éléments qui, quand ils fonctionnent bien, sont directement perceptibles par le patient client.
Bon, alors ça, je vous avais mis juste ce qu'on a nous ici. Tous les éléments qu'on a sortis au fil de l'eau depuis le début du Covid, avec les fiches infos, le référent Covid qui était celui qui devait donner les informations, passer les infos, se mettre à jour et donner des belles infos aux patients. Et puis toutes nos fiches patients qui faisaient en sorte que le pharmacien avait tous les éléments pour pouvoir assurer avec une très bonne crédibilité toutes les tâches qu'on lui demandait et qui changeaient souvent au fil de l'eau, etc. Donc voilà comment une démarche qualité peut encadrer une situation totalement exceptionnelle et faire en sorte que le client soit satisfait. Et on a vu, ils ont été très satisfaits. Donc on leur a demandé bien s'ils étaient satisfaits des services mis en place pour les aider au moment du Covid, donc pendant la crise, 99,6% ont été totalement satisfaits et 98,2% ont été satisfaits des produits qui étaient proposés pour aider les patients en cette situation. Et ce qui est très remarquable, c'est qu'on a eu ce très bon taux de satisfaction chez les moins de 20 ans et chez les 21-35 ans. Et on n'était pas habitué à avoir des taux dans cette population de clients qui est beaucoup plus volatile, beaucoup plus exigeante et moins attachée peut-être à conditionner le client tel qu'on peut le trouver dans l'officine. Donc ça nous a semblé vraiment tout à fait remarquable. Comme on fait souvent un peu de prospection, eh bien, on a demandé aussi si les patients seraient intéressés par des rendez-vous santé. Puisqu'on est complètement dans l'évolution du métier de pharmacien, eh bien 72% sont intéressés. Et pareil, il y a un point très important chez les moins de 35 ans, ils sont 76% à dire que oui, ils seraient intéressés. Donc là, on est vraiment dans un service client qui colle aux attentes et aux besoins des patients. Et est-ce qu'ils utiliseraient un service en ligne pour prendre ces rendez-vous? Eh bien oui, et bien sûr, on a une grande majorité des jeunes qui, bon maintenant tout le monde s'est mis un petit peu à tout ce qui est digitalisation, mais malgré tout, nous on apprend vraiment à nos pharmaciens à mieux gérer et à mieux utiliser la digitalisation. Et je pense qu'ils sont en phase avec les attentes des futurs patients. L'évolution réglementaire aussi. Seriez-vous prêt à désigner notre pharmacie comme pharmacien correspondant? Vous avez ce chiffre qui est quand même assez important, 90,3%. Voilà. Et là, on est complètement dans le service client et on voit que, mais pour travailler sur le pharmacien correspondant, réaliser des entretiens individuels avec le patient, avoir son espace de confidentialité disponible, etc. Derrière une très bonne organisation et une très bonne gestion des ressources qui est donnée par la démarche qualité. Alors, dernier point dans mon triptyque, c'est la sécurisation. Alors, c'est sûr que le patient en officine ne doute pas de la sécurisation des actes pharmaceutiques, mais c'est vrai que la démarche qualité va permettre de sécuriser les actes pharmaceutiques au quotidien. Et là, nous avons ce qu'on appelle la cartographie des process. Alors ce soir, j'ai juste abordé cette partie, mais vous voyez que dans tous ces éléments, la démarche qualité va impacter en fait toute cette boucle des process et qu'on va retrouver à chaque élément du process des éléments de qualité qui vont améliorer le service et améliorer la satisfaction, la sécurisation. Donc là, j'ai pris quelques exemples dans le premier, conseil dispensation, et puis bien sûr la veille technique, les retraits de l'eau qui sont des fondamentaux de la qualité. Ça par contre, par exemple, c'est du réglementaire, mais au début, quand on a commencé, c'est vrai qu'on a vu des officines au départ qui n'étaient pas complètement cadrées sur ces éléments-là. Donc nous, ce que l'on a travaillé au niveau de la démarche qualité, c'est reprendre point par point tous les éléments des bonnes pratiques de dispensation qui étaient grosso modo acquis déjà par nos certifiés. Mais il y a un point qui était très important, c'est que dans les bonnes pratiques de dispensation qui sont sorties en 2017, si je ne m'abuse, on avait des éléments de la démarche qualité, puisqu'on avait les erreurs de dispensation sont enregistrées sur un tableau de dysfonctionnement et en dessous, elles sont analysées. Et donc, tout ça c'est un fondamental de la démarche qualité et de l'amélioration continue. Donc, ces trois éléments qui n'étaient pas du tout dans le Code de la santé publique ont été intégrés dans les bonnes pratiques de dispensation. Et là, on est au cœur des démarches qualité. Parce que la démarche qualité, c'est l'amélioration continue. Je relève les erreurs, j'écris ma fiche de progrès, j'analyse, je cherche les causes et je mets en place des éléments pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Donc, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, petit à petit, la qualité rattrapait les fondements du métier de pharmacien.
Alors bon, ça, je vais vous passer rapidement. Tout le monde sait un petit peu comment on fait une dispensation d'ordonnance. Mais par contre, les points qualité à mettre en avant, c'est l'analyse et l'évaluation de la prescription, la dispensation active et puis le traitement des erreurs, que ce soit des erreurs de prescription, ou alors des erreurs au niveau de la dispensation. Donc en qualité, il y a un élément qui est très important, c'est que la qualité progresse à partir des erreurs. Et un des éléments importants pour les officinaux, c'est d'apprendre à leur équipe à accepter l'erreur et de faire en sorte que l'erreur soit un élément de progrès. Et notamment, dans l'erreur au sens large, on a bien sûr les erreurs de dispensation, mais on peut intégrer dans un sens plus large les dysfonctionnements, tout ce qui est remontée du client. Et prendre en compte une remontée client, un client qui signale une erreur, un dysfonctionnement, quelque chose qui n'a pas été, l'enregistrer, c'est-à-dire le tracer et l'analyser, là on est au cœur de l'amélioration et de la prise en compte en fait de la satisfaction du client. Donc le principe de l'amélioration continue, la nécessité d'apporter une action d'amélioration face à tout dysfonctionnement. Voilà. Donc l'exemple classique qu'on prend beaucoup en démarche qualité, c'est une erreur sur une dispensation d'ordonnance. Alors bon, on peut avoir des erreurs sur le nom, une mauvaise lecture, etc. Mais ce qui est important, c'est d'aller au bout, c'est-à-dire de réfléchir au pourquoi du comment. Et une fois qu'on a trouvé le pourquoi, ce qu'on appelle en qualité la cause racine, une fois qu'on a trouvé la cause racine et qu'on va jouer sur la loi de Pareto des 80-20, en jouant sur cette cause racine, on va améliorer 80% du dysfonctionnement. Et donc, on va considérablement réduire le risque. Donc, nous, c'est un des éléments fondamentaux de la démarche qualité. C'est détecter alors là, c'est ce qu'on appelle la rue de Deming. Les qualiticiennes vont la reconnaître, mais on l'a mis à notre sauce. Donc, c'est détecter les dysfonctionnements ou les non-conformités et les suggestions pertinentes des patients. Par exemple, dans les questionnaires de satisfaction, je ne vous ai pas tout montré, mais on a par exemple, on avait une question une année sur l'accueil. Et il y avait beaucoup de patients, par exemple dans une officine, il y a beaucoup de patients qui ont remonté que ils ne voulaient plus, la pharmacie c'était trop compliqué parce qu'ils ne pouvaient pas se garer, ils stationnaient en double file, etc. Et bien, le pharmacien est allé à la mairie avec les résultats du questionnaire de satisfaction. Et il a demandé à avoir en face de sa pharmacie 2 espaces arrêt-minute pour faciliter le stationnement en ville. Alors, c'est sûr que dans les centres commerciaux, il y a des places, mais le pharmacien qui est en ville, ça lui a permis d'améliorer ce service client. Donc, et ça, c'était des suggestions remontées au cours des enquêtes de satisfaction. Donc, l'action immédiate, c'est l'action corrective immédiate. On répond tout de suite et on fait en sorte qu'on règle tout de suite le dysfonctionnement. Mais on trace et on analyse pour mettre en place une action corrective qui va avoir une action de prévention et qui va éviter que le dysfonctionnement ne se renouvelle. Et la démarche qualité, en fait, à tous les niveaux et dans tous les secteurs que l'on a identifiés, elle met en marche en permanence cette roue de Deming. Et le challenge, c'est d'apprendre aux équipes à... Et donc, sur le double contrôle, nous, le double contrôle, il est présent dans le manuel depuis 2009. On a mis la méthode en place du double contrôle a posteriori. Donc, on a une procédure, on a des éléments, c'est très cadré chez nous et c'est toujours vérifié au moment des audits. Eh bien, quand on pose la question aux patients, parce qu'on demande aux pharmacies de prévenir les patients, on leur demande, vous sentez-vous sécurisé par la double vérification de mon ordonnance? Eh bien, à 97%, ils vous disent oui. Et il y a quelque chose donc qui est dans cette démarche qualité avec ce double contrôle qui est extraordinaire, c'est que quand la pharmacie s'aperçoit, déjà, on fait du double contrôle par demi-journée, donc il est quand même rare qu'on tue quelqu'un avec une prise ou 2 prises d'un médicament. Et bon, donc on fait le double contrôle par demi-journée, on s'aperçoit qu'il y a eu une erreur de dispensation, on appelle le patient en lui disant, voilà, on s'est trompé, est-ce que vous pouvez revenir, on vient chez vous, on change, etc. Et le patient remercie et félicite la personne qui l'appelle. Alors que si l'erreur elle est découverte par le médecin, par l'infirmière qui va faire la piqûre ou par le patient lui-même, là on a un rose sur l'erreur et on a un événement complètement négatif. Donc le fait de reconnaître son erreur, d'appeler le patient, de la réparer immédiatement et de lui dire, eh bien voilà, la qualité ça sert à ça, c'est vraiment un élément très fort et qui retourne un élément négatif en une vision positive. Le client, mais tous les pharmaciens nous le disent, dit ah bon, mais vous vérifiez, je vous remercie, etc. Donc, non seulement on sécurise, mais en plus on valorise l'image de la pharmacie par cette démarche qualité.
Voilà. Donc, en fait, le but de la qualité par rapport à cet élément qui est les erreurs, c'est d'identifier l'erreur et puis après de la diminuer. Alors, je vois que le temps passe, je vais peut-être passer un tout petit peu plus vite. On avait fait une grande étude sur les erreurs de dispensation et nous, on a des moyens techniques en fait pour analyser. On avait analysé 110 000 ordonnances qui étaient contrôlées par les pharmaciens, les 36 pharmacies participantes. Et donc, on avait relevé un taux d'erreur moyen de dispensation de 0,35%. Alors, ce n'est pas 0,35% d'erreur majeure qui est à risque pour le patient, mais ça fait quand même, en moyenne, 11 erreurs par mois et par pharmacie. Donc, les erreurs, on ne les comprend, on ne les voit que quand on les cherche. Et donc, les pharmaciens ont été un peu étonnés aussi de se dire, tiens, oui, on fait quand même des erreurs. Donc, il y a l'erreur de médicaments qui est importante, bien sûr. Mais alors, certaines sont à risque. On a quand même identifié 26% d'erreurs qui avaient été identifiées d'un risque important, 2% majeur. C'est quand même pas non plus totalement anodin. Mais vous voyez dans le camembert de gauche que la plupart des erreurs sont détectées par le double contrôle dans la pharmacie. Donc, c'est quand même, on a quand même une passoire, un tamis qui est très fin quand on fait le double contrôle. Donc, le patient est rappelé, et ça, c'est très important. La nature des erreurs, c'est vrai que très souvent, c'est… alors, en grande partie, on a aussi le mauvais nombre de boîtes. Mais en qualité, le mauvais nombre de boîtes, ce n'est pas acceptable non plus, parce que c'est un patient qui va manquer d'un médicament à un moment, c'est le pharmacien qui va avoir son dossier rejeté par la Sécu et qui va avoir après des problèmes de trésorerie. Enfin, voilà, oubli d'un produit, c'est embêtant aussi pour le patient. Et puis, on a 14% de mauvais produits et 25% de mauvais dosage. Donc, il vaut quand même mieux mettre en œuvre notre de Deming et puis faire en sorte que dans l'absolu, on ait quand même une dispensation plus sécurisée. Et donc, importance de la démarche qualité, c'est qu'en travaillant la route de Deming et en travaillant l'amélioration continue, vous voyez que sur 6 mois, 5 mois avec un suivi renforcé, donc en mettant en œuvre nos pratiques, on a une vraie diminution des erreurs de dispensation. Et donc, tout ça, c'est valorisant, bien sûr, pour le patient, parce qu'on diminue le risque patient. C'est valorisant pour l'officine, parce qu'on diminue le temps passé à régler les erreurs et on diminue la mauvaise image qu'on peut avoir suite aux erreurs de dispensation. Et c'est surtout aussi très intéressant pour les collaborateurs, parce que ça civilise beaucoup le quotidien des collaborateurs. Et tous les pharmaciens, alors au début, on a eu beaucoup d'objections. Non, on n'y arrivera jamais. Vous savez ce que c'est que la pharmacie, on n'a pas le temps. Donc, on met tout en œuvre et après, aucun pharmacien ne revient en arrière. Donc, c'est vraiment un élément. Et qui dit une équipe beaucoup plus sereine, beaucoup plus organisée, dit aussi une vision patient qui est beaucoup plus tranquillisée et sereine. Voilà, alors après, donc, procédure du double contrôle, donc nous, on a notre procédure et puis ça fait partie des mémos. L'Ordre des pharmaciens, dans son DQO, a consacré une bonne partie aussi au double contrôle de l'officine, soit directement au comptoir, certaines pharmacies le font directement au comptoir. Nous, on préfère le double contrôle en différé parce que les collaborateurs sont plus concentrés. Enfin, après c'est des méthodes, c'est… Autre sécurisation de la qualité, là on est dans le réglementaire, mais on s'aperçoit avec les audits au début que c'est pas toujours très bien mis en place. C'est les procédures de rappel de l'eau et retrait de l'eau. En fait, tout a commencé un peu avec l'ordre et le lancement de la DQO, avec le problème du lait Lactalis, où malheureusement certains pharmaciens, mais malgré tout très peu, n'avait pas été totalement nickel sur les retraits de l'eau. Donc, démarche qualité, la procédure de traitement des retraits au rappel de l'eau, elle est obligatoire. Voilà. Alors après, on peut travailler sur plein d'autres sujets. La gestion des dus, ça, on est complètement dans le service client. Avoir une bonne traçabilité et une bonne gestion des promis, ça donne une excellente image. Et le client qui revient, déjà, il revient parce qu'il lui manque un produit. Si quand il revient, il ne trouve pas le produit, c'est quand même compliqué. On a travaillé beaucoup sur la traçabilité des premiers secours. Là, on est sur toute la petite bobologie que prend en charge le pharmacien au fil de l'eau. Tout ce qui est location du matériel, livraison à domicile, là, ça s'est quand même beaucoup développé. Je n'ai pas noté, mais c'est un point très important en qualité, c'est la gestion de la chaîne du froid. Et on s'est rendu compte, avec les problèmes de vaccins, etc.,
que la démarche qualité implique obligatoirement une gestion très rigoureuse du froid, suivi des températures frigo, analyse des incidents, etc. Et tout ça, c'est aussi au bénéfice du patient. Voilà, bon, un des derniers sujets, c'est la mise en œuvre de l'avenant 21 avec les patients sous anticancéreux oraux. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, nous, à Pharmasystème Qualité, pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients à partir du moment où on a des modifications réglementaires ou des évolutions du métier. Voilà, donc on fait nos fiches en tenant compte, bien sûr, on aide le pharmacien à organiser et à apporter le meilleur service client possible. En résumé, la démarche qualité, c'est prévoir, sécuriser, évaluer et améliorer. Et donc, tous ces éléments se déclinent, bien sûr, avec une vision qui est avant tout la vision de la sécurisation des actes et du service client, avec cet indice de satisfaction client qui est toujours prégnant, en fait, dans les officines en démarche qualité. La dernière question qui nous a un petit peu tétillé, c'est qu'on a demandé donc à nos patients clients, à nos 25 000 clients, est-ce qu'ils savaient que leur pharmacie était engagée dans une certification? Et là, malheureusement, il y en a 66% qui ne savaient pas que leur pharmacie était engagée dans une démarche de certification. Alors, nous avons notre Vitrophanie, là, qui est pharmacie certifiée, qui est remise aux pharmaciens à partir du moment où il a tous les standards et que Bureau Veritas l'a intégré sur sa liste. Donc, on va voir si peut-être qu'elle n'est pas assez grande. Enfin, voilà. Et puis, l'Ordre a bien une conscience de ce sujet puisqu'ils ont sorti aussi une affiche pharmacie engagée qualité qui est personnalisée. Donc, moi, j'espère qu'on va voir fleurir un petit peu de plus en plus sur les vitrines des pharmaciens ou dans l'espace client cet engagement qualité qui est tout à fait important aujourd'hui pour la satisfaction client. Voilà, j'ai terminé. J'ai peut-être dépassé un petit peu. Luc, c'est pas très grave. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère avoir répondu au sujet et vous avoir donné. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et très complet. Je voulais juste dire qu'il y a un certain nombre de participants qui sont joints à nous au fur et à mesure de l'exposé. Donc, l'exposé, de toute façon, comme ça a été dit au démarrage, est enregistré. Vous pourrez y accéder en replay si vous le souhaitez. Donc, moi, je vais peut-être commencer par une petite question. Les pharmacies qui sont impliquées dans cette démarche qualité, elles ont une typologie particulière? C'est des grandes pharmacies, des petites pharmacies? Non, elles ont la typologie. Ce que je vous disais, on a fait une étude il y a 2-3 ans. Elles ont exactement la typologie moyenne des pharmacies d'officine en France. On a les analyses de KPMG, on a des petites pharmacies de bourg où vous avez un pharmacien qui va travailler avec une préparatrice, un étudiant de temps en temps. Et alors, on peut aller de 4 collaborateurs, enfin de 4 personnes à 29 personnes. On a des grosses pharmacies de centres commerciaux. Et la démarche, elle s'adapte à tous les types d'officines, chacun déployant les outils en fonction de ses besoins et comme il veut. Et les 2700 pharmacies impliquées sont toutes allées au bout de la certification? Alors oui, parce qu'en fait, oui, tout à fait. Alors nous, on les prend. Alors là, aujourd'hui, par exemple, sur 2700 engagés, la certification, elle se fait après. Les audits Bureau Veritas commencent de janvier à mars. Et donc, c'est sur le principe de l'échantillonnage. Donc, de janvier à mars, il y a 100 pharmacies qui sont auditées. Il y a les auto-évaluations annuelles. Il y a les comptes rendus de nos propres audits internes. Et en fait, il faut à peu près entre 12 et 18 mois à une pharmacie pour acquérir les standards et être au niveau de la certification. Ouais. Et c'est une particularité qui est accréditée par le COFRAC, qui est la certification multisite et qui permet de mutualiser l'accompagnement. Et en fait, ça s'adapte très bien au milieu officinal et notamment aux officines qui sont groupées, parce qu'on a une structure faîtière qui va accompagner. Et nous-mêmes, nous sommes audités par Bureau Veritas et certifiés sur le déploiement de la démarche. Et notamment pour les indépendants, on a 10%, on a à peu près 280 pharmacies qui ne sont pas adhérentes de groupement. Et c'est nous qui les accompagnons et nous sommes certifiés par Bureau. Alors là, audités et certifiés par Bureau Veritas pour l'accompagnement. D'accord.
On a des questions de Philippe Arnaud, qui est pharmacien hospitalier, comme vous savez, et qui pose comme question que veut dire dispensation active, ce qui n'est pas dans le Code de la santé, et que veut dire validation pharmaceutique, ce qui n'est pas non plus dans le Code de la santé. Donc, si vous explicitez... Alors, la dispensation active, merci. Alors, nous, on l'a appelé un peu comme ça. C'est donc tout ce qui va faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre le pharmacien et le patient au moment de la dispensation. Donc, c'est tout le commentaire d'ordonnance et tout l'encadrement de l'ordonnance, de la dispensation de l'ordonnance. Ça s'appelle la dispensation. Oui, voilà, c'est la dispensation, ce qui relève d'une dispensation correcte, quoi, qui répond malgré tout aux exigences de la santé publique sur le fond. Et puis après, effectivement, tout le dialogue, l'accompagnement, la description du médicament, l'explication des prises, etc. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a notamment beaucoup de confrères et de consoeurs du Maroc ce soir. Donc peut-être… Alors, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui a levé sa main. En fait, Odile Chambon, si tu peux activer. Voilà, parfait. Oui, si vous voulez. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis d'accord avec vous, Martine, que plus on en parlera, plus on travaillera ensemble, plus on y arrivera à faire passer le message pour les officines et que ce n'est pas simple. Je voulais juste repréciser que DQO, je suis d'accord avec vous, c'est porté par l'ordre, mais pas que par l'ordre. Et l'ordre est assez… Oui. Quand il fait la présentation, vraiment, ils insistent beaucoup que les groupements, les syndicats, et également donc, le collège des maîtres de stage, les étudiants sont partie prenante dans cette démarche. Il y a eu un groupe de travail actif qui a fait tous les outils. Voilà, donc du coup, je voulais juste redire parce que ce ne soit pas mal compris. Et, oui, vous avez raison, bien sûr, bien sûr. Oui. Et en tant qu'universitaire aussi, ce qui est pratique dans DQO, c'est qu'on a accès aux outils et donc on peut montrer ce qu'est une procédure, on peut essayer de travailler avec nos étudiants sur ces documents. Moi, je vais régulièrement sur le site de QSSP aussi et donc malheureusement, il faut être adhérent pour avoir les documents et donc c'est plus compliqué. Il n'y avait pas au départ, l'auto-évaluation n'était pas accessible, elle a été rendue accessible pour les universités il n'y a pas très longtemps. Et donc, je sais aussi que vous faites des interventions dans les universités s'il y a des demandes. Rennes. Mais je fais la formation à Rennes, oui. Ouais. Et même, c'est vrai que c'est important de faire un peu partout. J'avais échangé aussi au cours d'une thèse avec quelqu'un qui travaille avec vous et je pense en effet que plus on peut échanger, mieux c'est et plus on peut commencer à faire travailler nos étudiants tôt, mieux c'est. Mais ce n'est pas facile, hein, en effet. Il y a un gros travail et je pense que avec QMS Pharma, il y a un soutien logistique et il y a un soutien peut-être moral aussi qui est très important, qui fait que ça entraîne nos pharmaciens à aller plus loin. Donc, c'est un beau travail. Merci beaucoup. Merci. Oui, je pense, moi, à Rennes, là, j'avais 60 étudiants là, cette année, et c'est des étudiants de 6e année qui vont partir après dans les officines. Donc, c'est vrai qu'à la fac, moi, j'insiste beaucoup sur les outils du DQO et je leur présente les outils, l'auto-éval, etc. Et je me dis, après, ils vont aller faire leur stage et c'est déjà 60 pharmacies qui vont rentrer plus dans la démarche. Après, il faut y aller progressivement. Et moi, j'ai fait les formations PRAC UTIP en 2004, hein, c'est pas nouveau. Il y avait tout le groupe UTIP, je faisais partie du groupe qualité UTIP, là maintenant, mais on a formé 8000 PRAC. Et donc, 8000 PRAC, c'était quand même pas rien. Et l'objectif de Jean Parot à l'époque, hein, c'était de former un PRAC dans chaque officine. Et en fait, la démarche qualité, en dehors de tout, c'est vraiment, pour moi, c'est intellectuel et il faut vraiment qu'on explique ce que c'est que la qualité aux fondamentaux qui ne sont pas si compliqués que ça, en fait. Oui, comme vous l'avez dit aussi pendant la Covid, ces démarches, elles ont pu apporter des outils pratiques. Et c'était vraiment important parce que, comme les informations changeaient quand même tous les jours, il fallait actualiser en permanence et les pharmaciens étaient quand même aussi perdus. Et donc, je trouve ce que vous avez fait, ce que DQO a essayé de faire en parallèle, les syndicats ont aussi beaucoup travaillé et et je pense que c'est comme ça aussi qu'on comprend l'importance. Et ce que vous disiez, le double contrôle, les erreurs, c'est aussi très important, évidemment. Les retraits de l'eau, c'est obligatoire maintenant avec les bonnes pratiques, hein, à cause du ménagitech, à ma connaissance plutôt. Parce qu'il y a eu, c'était un problème avec un ménagitech qui a fait que l'inspection a demandé ça obligatoire, quoi. Mais on voit bien que
Ouais. Mais on a peur que tant que ce ne soit pas vraiment obligatoire pour tous, les pharmaciens n'aillent pas assis dans la démarche, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ah, c'est un vrai sujet, ça, mais bon, après, nous, c'est plus dans notre champ de compétences. Nous, notre champ, c'est effectivement, voilà, on est dans un champ, voilà, c'est évident que nous, on n'entraînera pas 22 000 pharmacies, mais si vraiment, sans obligation, ça pouvait rentrer vraiment dans les pratiques, ça serait déjà bien, mais je trouve que ça évolue quand même assez vite, ça avance assez vite. Et là, il y a une question dans le chat justement par rapport à l'accréditation et on ne voudrait pas que ce soit aussi douloureux que pour la biologie, quoi. Et il ne faut surtout pas. Ouais. Non, il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas partir sur l'accréditation parce que l'accréditation, contrairement à la certification, avoir une accréditation, c'est avoir l'autorisation de… Donc, tous ceux qui ne sont pas accrédités ne peuvent pas le faire. Et il ne faudrait surtout pas… Alors là, ça mettrait vraiment en jeu tout le maillage et toute la force du maillage officinal. Il ne faudrait surtout pas partir. C'est pour ça qu'il faut que les pharmaciens jouent le jeu de la démarche qualité volontaire pour éviter même la certification. Elle n'est quand même pas accessible à tous parce qu'un audit Bureau Veritas, il n'est pas, bon voilà, ne serait-ce qu'en investissement temps, etc. Mais il ne faudrait surtout pas aller vers des accréditations. Là, ça serait la catastrophe, ça c'est sûr. Et là, je pense que cette année aussi, plusieurs facs vont lancer l'auto-évaluation des QO automatiquement. Je crois Angers, c'est sûr, Rouen, Bordeaux, ils sont très investis aussi dans la qualité. Oui. Donc, voilà. Oui, mais je pense. Alors nous, en fait, on avait commencé donc sur Rennes. On a Patrick Sédillot à Caen. On a un prof de fac, Jean-Patrick Daspet, qui je crois est à Besançon. Et moi, j'ai pris le relais du format, de la personne qui le faisait parce qu'il est malade et j'ai pris son relais cette année. Mais c'est vrai que ça devrait être intégré. Si j'ai bien compris, c'est très fac dépendant, mais ça devrait intégrer dans le cursus. On devrait avoir, là à Rennes, il y avait 18 heures, il y a 6 heures de cours magistral et 6 heures de TD en 2 groupes. Voilà, mais c'est une UE, donc c'est validant et je pense que c'est le meilleur moyen pour avancer, quoi. Ouais. Alors, dans la réforme des études, c'était au départ prévu en 2e année et c'est très tôt pour faire de la qualité en 2e année. Mais, oui. Il vaut mieux plus tard parce que c'est plus pratique. Moi, je pense que la qualité, nous, on l'a toujours abordée sous un côté très pratico-pratique. Et dans nos comités de pilotage… Voilà, c'est ça. Alors, en 2e année, ça semble… Bon, en 6e année, la plupart ont déjà travaillé et quand on leur parle double contrôle, ils savent ce que c'est. Quand on leur parle tout ce qui est abordé, ils savent déjà un peu ce que c'est. Ouais. Est-ce que le représentant des étudiants qui est là, de l'ANEF, veut faire un commentaire sur ce point de la formation ? On travaille avec la conférence des doyens justement et le haut comité de qualité à l'officine dont on fait partie avec l'ordre, les syndicats et les groupements d'officine justement pour recenser toutes les actions qui sont faites dans chacune des facultés. Et une fois ce recensement fait, on pourra déjà le partager aux parties prenantes qui sont intéressées. Et surtout, viendra l'évaluation et la mise en place de contenus qui soit harmonisé au maximum et qui puisse donner vraiment les clés de la qualité et d'une vraie qualité, pas d'une qualité industrielle qui soit attribuée à des étudiants qui se destineraient à l'officine. Parce que malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui, que d'avoir juste une formation à la qualité industrielle pour un officinal. Oui, non, effectivement, c'est que ce soit mieux adapté. Souvent, les industriels qui rejoignent la pharmacie d'officine sont forts en qualité et sont souvent des leaders. Mais c'est vrai que là, il faut espérer que dans le DES officine qui est en discussion, en effet, il y aura plus de qualité obligatoire. Mais je pense que quand même là, on verra le résultat de l'enquête. Mais beaucoup en font, ne serait-ce qu'en 6e ou en 5e année officine, beaucoup de facs. Heureusement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions que de nos participants, notamment, encore une fois, de nos participants au Maroc, puisque, Badr, est-ce qu'on a répondu à ta question sur l'accréditation ? Je n'entends pas. Sinon, on a une demande de Françoise Brion. Oui. Ah, que je n'ai pas vu. À deux, on va y arriver. Merci, Luc, et merci pour cet exposé qui était vraiment très, très complet.
je pense qu'une partie des officinaux ont bien compris cette fois-ci qu'il fallait commencer par l'auto-évaluation. Ça, bon, ils trouvent, j'allais dire, un certain nombre de documents leur permettant de réaliser cette auto-évaluation. Mais après, qui les aide? C'est là où j'en ai plein qui m'appellent, alors que vraiment je suis dans l'incapacité totale de les aider, en me disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que je me suis auto-évaluée, voilà, bon, j'ai bien compris ce qui ne va pas, mais en dehors d'essayer de remédier à ce qui ne va pas, comment fait-on pour faire valider, j'allais dire, l'évolution qu'on va amener dans son officine? C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet, c'est que à partir du moment où on passe sur l'auto-évaluation, alors on identifie, c'est déjà bien, on identifie des points. Bon, là, moi, je n'étais pas du tout partie sur la démarche qualité, parce que mon angle, c'était le patient. Hein. Mais une fois qu'on a ça, nous, en fait, entre guillemets, notre force, c'est que nous, on accompagne, c'est-à-dire que nous, on déploie, on s'appuie sur, on fait des formations, on est organisme de formation, etc. On déploie et on aide les pharmaciens à mettre en place la démarche, parce que sinon, et ça ne s'invente pas, en fait, il faut connaître, il faut savoir comment on gère les dysfonctionnements, il faut savoir comment on rédige une procédure ou qu'on l'adapte à son officine. Enfin, à mon avis, c'est le seul problème qu'il peut y avoir si on veut entraîner toute la profession, c'est comment aller au-delà de l'auto-évaluation. Mais déjà avoir l'auto-évaluation et savoir que dans tel et tel domaine, je suis moins bon que la moyenne, c'est déjà un grand pas. Mais nous, après, on est un organisme une association qui accompagne. Et donc, et c'est pas évident. Et c'est pas évident avec nos auto-évaluations à nous donc, tous les ans. Et puis après, quand on a la force des audits. On a 27 auditeurs internes et chaque triennale, la pharmacie, de toute façon, elle est auditée pendant une demi-journée sur site. Et là, on peut l'aider, on peut voir. On a aussi ce qu'on appelle les points intermédiaires de contact. Donc, quand on les appelle pour voir si, par exemple, là, en ce moment, le RGPD, tout le monde s'affole parce que c'est un outil qui est un peu compliqué et là, on a vraiment besoin d'un accompagnement. Mais c'est le vrai sujet, c'est que l'auto-évaluation, c'est jamais que la première étape. Je vous rejoins tout à fait sur ce point-là. J'ai bien compris ça. Oui, oui. Et après, on apprend quand même aussi à nos étudiants de ne pas partir dans tous les sens. Donc, ils doivent choisir un projet et puis avancer sur le projet et avec les outils, etc. Là aussi, dans DQO, c'est un peu expliqué, heureusement. Mais c'est vrai que il ne faut pas que les pharmaciens s'épuisent, donc avoir un soutien avec des gens qui coachent un peu, c'est important, ça donne des dates, ça donne des objectifs, quoi. Et sinon, il faut le faire par soi-même, mais il faut être vigilant sinon. Quelle est la formation des auditeurs, de vos 27 auditeurs? Ce sont des officinaux, ce sont des… Alors, en fait, on a 2 pools d'auditeurs. Donc, on a un pool d'auditeurs qui est géré par 40 consultants et ça, ce sont des auditeurs qui sont ISO, enfin purement ISO. Et c'est la plupart de nos chefs de projet. Donc, alors, ils auditent d'autres structures, ils n'auditent pas que la pharmacie. Et nous, on gère un pool d'auditeurs. Donc, on a 18 auditeurs qui sont des pharmaciens. Et souvent, ce sont d'anciens titulaires qui ont mené la démarche, qui sont intéressés par continuer. Et du coup, eux, ils ont la compétence. Alors, on les forme, on les voit tous les ans une journée. Et puis, ils sont formés à la capacité d'auditeur interne ISO. Donc, ils ont cette compétence-là, en plus de leurs compétences de pharmacien. Donc, c'est des audits internes, donc ce ne sont pas des audits certificateurs. Hein. Un auditeur interne ne va pas pouvoir enlever la certification ou dire à un pharmacien, vous êtes certifié. Les audits certificateurs sont faits par Bureau Veritas certifié. Oui, voilà. Ce sont les auditeurs de Veritas. Voilà, c'est ça. Mais nous, on a un excellent accueil de nos auditeurs. Surtout, on a ce pool qui est là depuis le début et ils sont extrêmement compétents. Et là, du coup, pendant une demi-journée, ils sont sur place. Donc, ils identifient les écarts, mais ils sont aussi là pour apporter une aide. Voilà. Ils ont aussi un rôle de conseil, justement. Mais pas trop, hein. C'est quand même un audit. Hein. Le but, moi, je me bats. Oui, je me bats pour que les auditeurs ne fassent pas du conseil. Parce que il n'y a pas de conseil. Hein. J'entends bien, mais quand même, quand vous faites des remarques, c'est quand même l'occasion. Voilà. On leur explique comment aller sur les conseils, c'est dur. Vous vous rappelez, Martine, l'Ordre avait formé aussi une vingtaine, je pense, d'auditeurs à l'école santé publique de Rennes. Oui. C'était très, très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette formation. Oui. Et en effet, c'est très dur de ne pas aller sur le conseil.
pendant un audit. Ah oui. Alors moi, je me bats. C'est des domaines qu'on connaît. Ouais. Je me bats avec eux pour leur dire. Alors, c'est vrai que quand ils mettent un écart, leur but d'abord, c'est d'évaluer la solidité du système qualité et d'identifier les écarts. Parce que, par contre, les pharmacies qui ont des écarts majeurs, après, c'est le côté certification, les pharmacies qui ont 3 écarts majeurs non levés sont sorties de la certification. Nous, il faut qu'on contrôle un peu le niveau. Et donc, ils mettent des écarts. Mais voilà, quand ils se rendent compte que le pharmacien, il ne sait pas du tout comment il va lever son écart, bon, l'auditeur peut lui expliquer comment le lever quand même. Hein. Et puis, il y a la force des groupements derrière. Eux, par contre, les groupements, ils sont là pour accompagner. Donc, quand il y a un problème d'accompagnement, essentiellement, c'est les groupements qui, avec leur responsable qualité, qui accompagnent. Nous, le pool des auditeurs, ils sont faits pour auditer. Et donc, à la suite de l'audit, il y a un compte rendu et éventuellement des écarts que le pharmacien doit lever. Donc, ce n'est pas la même chose que l'accompagnement, en fait. Nous, on accompagne par le déploiement qui se fait surtout via les groupements. Et je ne sais pas s'il y a d'autres. Question indiscrète, tous les groupements accompagnent ou ce sont certains groupements? Alors, nous, on a 16 groupements partenaires. Donc, on a 16 groupements partenaires. Je ne sais pas combien il y a de groupements en France, mais franchement, on a les gros groupements. Et ils ont tous, de toute façon, ils sont tous, alors par contre, audités par Bureau Veritas sur leur accompagnement et chaque année, et ils sont certifiés sur leur accompagnement. Donc, ils ont un guide spécial, un manuel groupement qui est dédié à l'accompagnement à la qualité. Ils ont des indicateurs, ils ont des consolidations de résultats et ils sont audités par un auditeur. Et donc, après, le groupement choisit les ressources. Par exemple, vous avez des gros groupements où ils ont 80% de leurs pharmacies qui sont engagées dans la qualité. Et là, ils ont des ressources internes qui sont assez importantes. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, puisque le temps passe. Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre… Bon, sinon, je pense qu'on va peut-être conclure, parce qu'il est déjà assez tard. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à Martine de cette intervention qui, je crois, était très claire. Oui. Et puis, donc, comme je l'ai dit, vous aurez accès au replay, accès avec l'accord de Martine Costet-Dewatt, accès au slide. Hein, donc, en PDF. En PDF, tout à fait. PDF. Ouais. Oui, ce n'est pas confidentiel puisqu'on a diffusé, on a une conférence de presse, on a diffusé les résultats à la presse, donc vous pouvez… Oui, il n'y a pas de souci. Mais je vous remercie de votre écoute. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, et donc je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Je pense que nous aurons une prochaine visioconférence organisée par les CFDP au début 2022 maintenant, et on vous fera connaître le sujet assez rapidement. Donc bonne fin d'année à tous, et j'espère qu'elle ne sera pas trop perturbée par les événements qu'on connaît. Voilà. Bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.